finalement, hier, après ce comité de concertation, pas vraiment d'assouplissement réel, sauf pour les auto-écoles. Est-ce que ce manque d'assouplissement, il est justifié d'un point de vue épidémiologique? Alors d'abord, on n'attendait pas d'assouplissement, je pense, pour le comité d'hier. On attendait deux choses. On attendait des perspectives pour les secteurs, c'est-à-dire une planification de réouverture des secteurs prioritaires, prioritaires dans l'ordre du déconfinement, et donc des perspectives. Et on attendait aussi un calendrier vaccinal rapide et précis des publics cibles et à quel moment, je dirais, chaque groupe cible va se faire vacciner. Donc ça, c'est les deux choses qu'on attendait. Et c'est clair que par rapport à la situation épidémiologique, on est encore loin du compte des cibles fixées par le gouvernement en termes d'admission à l'hôpital, 75 par jour, et de transmission, nouvelle transmission, 800 maximum par jour. On est en fait au double actuellement de ces deux indicateurs. Et donc, c'est clair que face à cette situation épidémiologique, ben, c'était un peu, je dirais, précoce d'envisager des réouvertures. Alors, le paradoxe, c'est bien sûr d'avoir, par exemple, relâché les auto-écoles. Alors, c'est tout à fait anecdotique, sauf qu'il n'y a pas de justification, il n'y a pas, je dirais, de communication autour de cela. Et c'est vrai qu'il sans doute que dans le comité de concertation d'hier, il a manqué de la communication, c'est-à-dire un peu de pédagogie pour savoir quelles sont les perspectives et aussi justifier le choix de l'ouverture de ce secteur par rapport à d'autres qui sont quand même aussi prioritaires. Donc justement, le fait donc vous parliez de ces deux objectifs, le calendrier et les perspectives. Au niveau des perspectives, vous estimez que finalement le gouvernement a un peu péché et que certains secteurs, la plupart des secteurs fermés, n'ont pas suffisamment encore de perspectives aujourd'hui, à l'heure actuelle. Alors, la seule perspective qu'on a apprise, c'est un comité de concertation le 22 janvier prochain dans lequel il y aurait donc des futures perspectives, en tout cas pour les métiers de contact. Et puis alors, j'imagine, suivant la liste des priorités, la culture, le sport à l'extérieur, etc. Donc oui, donc on espère que le 22 janvier prochain, on ait cette information, si ce n'est que c'est dans 15 jours. Et donc la situation épidémiologique peut aussi évoluer dans un sens favorable, on l'espère, comme actuellement, ou dans un sens défavorable, parce qu'il y a toute une série de facteurs environnementaux, en l'occurrence pas toujours le froid, la reprise des activités scolaires, sans doute moins de télétravail, et toujours la crainte que les mutants, entre guillemets, les souches variantes qu'on retrouve au Royaume-Uni et dans d'autres pays, puissent venir augmenter les contaminations dans notre population. Et donc voilà, donc là, il y a toute une série d'inconnus, et c'est clair que dans 15 jours, malheureusement, peut-être que ces inconnus peuvent influencer sur le profil épidémiologique de l'épidémie en Belgique. Et alors justement, on sait que il y a la semaine dernière et celle encore avant, il y a quand même quelques milliers de Belges qui sont partis à l'étranger. Est-ce que cet impact, s'il doit y avoir un impact de ces départs à l'étranger, on va le ressentir à partir de quand dans les chiffres? Alors, en tout cas, pour le 22 janvier prochain, on ressentira à la fois l'impact de la nouvelle année, puisque celle-là, on n'arrive pas encore à la mesurer, c'est trop tôt, et puis l'impact, en effet, des retours de vacances qui semblent être gérés potentiellement grâce à la stratégie de testing au jour 1, au jour 7, et à la mise en quarantaine, a priori, des personnes qui reviennent de zones rouges. Alors, il semble malheureusement que l'adhésion à ces mesures ne soit pas optimale, mais vu le nombre quantitatif de personnes qui ont voyagé, proportionnellement à la population belge, à mon avis, ça doit être une situation qui doit être gérable. Oui. Et donc, on va revenir justement à un des points que vous abordiez au niveau du prochain comité de concertation le 22. Bah, il se murmure qu'au niveau des coiffeurs, ils pourraient réouvrir le 25. Est-ce que ça vous semble un objectif faisable? Est-ce que vous pensez que cette ouverture aura lieu plus tard ou est-ce qu'elle aurait pu avoir lieu plus tôt? Alors, je pense que on a compris que l'épidémie sera encore forte au moins jusqu'à la fin de l'hiver. Et donc, on est dans quand même une stratégie stop and go, c'est-à-dire qu'on relance des activités et on les arrête en fonction de l'évolution de l'épidémie. Et c'est clair que comme les indicateurs au niveau national sont plutôt, je dirais, favorables, même s'ils sont pas optimaux, et que on est quand même toujours dans une phase descendante, on aurait pu imaginer un relâchement d'autres activités en plus des auto-écoles, en tout cas dans un délai beaucoup plus court, avec toujours l'importance d'avoir des protocoles sanitaires très stricts dans ces secteurs qui réouvrent, et puis alors avec une information très claire en leur disant avec un risque de fermeture en fonction de l'évolution de l'épidémie. Et donc si les secteurs sont prêts à jouer le jeu du stop and go, je pense que ça aurait pu être une solution envisageable, alors pas bien sûr pour l'ensemble des secteurs et ni pour l'ORECA malheureusement ou d'autres secteurs plus à risque, mais en tout cas pour toute une série de secteurs
prioritaire dans lequel, je dirais, les risques sont faibles si les protocoles sont appliqués et éventuellement contrôlés, je pense qu'on aurait pu l'envisager, oui. Et pour les coiffeurs, justement, c'est ça que vous dites, oui. Alors oui, puisque c'est dans la liste des autorités, ce seront les métiers de contact, et en l'occurrence les coiffeurs, qui seront prioritaires lorsque le déconfinement de ces secteurs démarrera. OK. Et donc justement au niveau, des autres secteurs, bah, celui qui est fortement regardé, c'est au niveau de l'horeca. Vous pensez qu'il pourrait y avoir un assouplissement pour quand? Et est-ce que selon vous, cet assouplissement devrait être graduel? Dans le sens qu'il y a peut-être moins de risques dans des restaurants où tout le monde est à table, on connaît les mesures qu'ils avaient mis, en place, à l'époque, que par exemple dans un bar, est-ce que ça devrait être gradué? À partir de quand selon vous? Alors, à partir de quand, ça c'est compliqué parce que, en effet, l'évolution de l'épidémie est quand même encore assez forte et on sait malheureusement que ce sont quand même des milieux plus à risque puisque lorsqu'on mange, lorsqu'on boit un verre, on enlève le masque et il y a une promiscuité quand même de personnes dans des établissements clos ou en tout cas parfois mal ventilés. Donc là, c'est très compliqué à dire. Je pense qu'on pourrait imaginer une perspective pour ces secteurs à partir de début février, la mi-février, en tout cas on l'espère. En tout cas, c'est comme ça que les autres pays européens l'envisagent, ceux qui ont confiné ces secteurs. Et puis, bien sûr, ça doit être graduel, c'est-à-dire que l'ORECA, c'est une diversité de services et de lieux de consommation. Et je pense qu'il y a vraiment des lieux beaucoup moins à risque. Et donc, c'est fonction de nouveau de la surface, de la ventilation, du nombre de personnes qu'on peut accueillir en gardant les gestes barrières. Et donc, c'est vrai que je pense qu'il y a une graduation qui doit se faire en fonction du type de structure et ne pas, je dirais, envisager le secteur de façon globale. Et c'est la même chose pour la culture, c'est la même chose pour le sport. Je pense que tous ces secteurs peuvent avoir des protocoles assez fiables et qui protègent les clients, mais c'est bien sûr fonction des ressources que chaque secteur ou chaque institution peut déployer. Et justement pour la culture, vous envisagez une réouverture rapide, peut-être pas en même temps que les coiffeurs, mais rapide, avant, après l'horeca en même temps? Alors, ce n'est pas à moi à dire quels sont les secteurs les plus prioritaires. Je pense qu'il n'y a pas à mettre en compétition ni l'ORECA par rapport à la culture. Les deux sont aussi prioritaires au même titre que tous les autres services. Maintenant, voilà, on a bien compris que le déconfinement devait se faire de façon graduelle et on l'a bien vu quand même aussi à la fin de notre première vague. Le succès, je dirais, de la diminution de la première vague chez nous, c'est que le déconfinement s'est fait très tardivement, hein, à la phase descendante de la première vague et de façon quand même assez graduelle. Et donc, je pense qu'il faut garder cette temporalité et vraiment faire, je dirais, une planification petit à petit d'un déconfinement en fonction de l'évolution des indicateurs épidémiologiques. Mais ce n'est pas à moi de dire lequel est le prioritaire. Ils sont tous a priori prioritaires puisqu'ils sont tous dans des situations très compliquées sur un plan économique. Et alors, dernier point, vous en parliez vous aussi, donc cette barre des 800 contaminations qui doit être bah, atteinte durant 3 semaines, est-ce que c'est un objectif réalisable selon vous, qui justement c'est cette barre où on pourra déconfiner, est-ce que c'est un objectif réalisable que le gouvernement s'est donné? Alors, je pense que c'est un objectif théorique qui a été fixé déjà il y a plusieurs semaines et qui n'est peut-être plus très réaliste vu, je dirais, la stagnation entre guillemets de l'épidémie chez nous et dans le reste de l'Europe. Donc, je pense qu'il faudrait fixer des indicateurs intermédiaires entre maintenant et ces 800 transmissions attendues sur une période de 3 semaines, parce que peut-être que, je ne sais pas moi, à 1200, à 1000, à 800, on pourra envisager des reprises d'activité partielles. Et donc, je pense qu'il manque ces indicateurs intermédiaires, c'est ce fameux tableau de bord qui n'a jamais été, je dirais, mis en place fondamentalement. Et puis, je pense aussi que nos autorités doivent se reposer la question, est-ce que ces cibles théoriques qu'ils ont fixées il y a déjà un certain temps sont encore réalistes vu l'évolution de l'épidémie et vu, je dirais, le fait que cette épidémie va persister dans le temps. Et peut-être que ces indicateurs pourraient être revus. Alors, je n'ai pas dit ni à la hausse ni à la baisse, mais en tout cas, re-questionner, voir s'il reste pertinent, s'il reste réaliste, tout en sachant que on vise tous, j'espère, une reprise de toute une série d'activités dans un court, voire un moyen terme.